Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette deuxième partie de la chute en enfer de Naruto, parce qu'il y en a du stock à dire. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, avant d'entrer dans les nouveaux points, je vais juste faire un retour sur ce que j'avais pu montrer dans la dernière vidéo. J'avais conclu sur une comparaison d'un flashback de l'arc Zabuza avec l'arc Zabuza en lui-même, parce qu'il y avait eu un flashback, vu que Zabuza était revenu sur la forme d'Edo Tensei, l'anime s'était dit, bon, ben, faut qu'on gagne du temps. Et ils ont donc créé leur nouveau flashback. Et j'avais déjà comme remarqué, on va dire, la qualité de l'animation qui était à la ramasse, mais on va prendre le temps de regarder la scène un peu plus en détail parce que honnêtement, elle est riche de pauvreté, c'est juste incroyable. Donc on regarde, bon, premièrement, on voit clairement que bon, l'animation n'est pas à la hauteur, mais si on met ça sur le ralenti parce que ça se passe quand même assez rapidement, au-delà même de voir que c'est vraiment pas très bien animé, c'est quoi cette petite tache là à gauche, hein, qui avance aussi de façon assez comique tellement c'est mal animé? C'est Gato. Hein? Il est très mal dessiné, mais si on connaît l'événement, on sait que c'est lui. Et quand on regarde grosso modo cette composition-là, dans la série, dans le produit original, Zabuza fonce vers Gato parce qu'il veut tuer ce dernier. Il en a un peu rien à battre des mercenaires, ils sont juste au travers de son chemin. Ici, quand tu regardes cette scène réimaginée, ben, il fonce vers quoi là? Il fonce vers les mercenaires en premier lieu. Et Gato semble être de l'ordre du détail. C'était juste comique à quel point, d'une part, c'est mal dessiné, mais ça raconte même en fait mal l'histoire en elle-même. Et il y aura plein aussi de raccourcis à travers ce flashback-là. Donc juste, c'est un très bel exemple, ou un très mauvais exemple, ça dépend comment on le voit, du fait que l'anime a poussé la parjure encore plus loin. Non seulement on rappelle Aku et Zabuza pour ne rien faire de vraiment concret neuf avec eux, mais en plus, on va souiller leur mémoire à travers des sous-flashbacks, des flashbacks de 3e qualité, 4e qualité, tant c'est non seulement mal animé, mais qu'en plus, ça raconte même pas les bonnes choses. Donc, je voulais juste souligner à quel point, quand je me suis rendu compte de ça, j'avais éclaté en rire, dans le sens où c'est encore plus mauvais que je le pensais. Et la barre, elle était par terre, littéralement. Donc, gros carton rouge pour ce niveau-là. Donc, on passe maintenant à des nouveaux points. Le premier point, c'est la succession des méchants finaux. Donc, on s'entend dans le dernier acte de Naruto, le gros problème, c'est qu'on a un peu trop de méchants finaux. Hein? Et pour plusieurs raisons, ça va vraiment poser problème. D'une part, je trouve que faire suite à Pain, c'était pas facile. Pain avait mis la barre quand même bien haute. Au niveau de sa puissance, au niveau de ses capacités, il était unique. Également, il y a des enjeux qui étaient présents. Hein. C'est le mec qui a tué Jiraiya, donc il y avait des raisons de lui en vouloir. Il va ravager le village. Également, c'est aussi il y a le cas que c'était un ancien gentil devenu méchant, donc il y avait ça qui était intéressant. Aussi, il y a sa philosophie. Hein. Il n'est pas méchant que pour être méchant. On a accès à son passé, on sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Il y a une philosophie qui, bien qu'elle est discutable, il y en a quand même une philosophie. C'est un peu plus complexe que les méchants qu'on verra plus tard. Donc c'était un peu dur de faire suite à ça. Or, il va falloir le faire. Et c'est Toby qui va être le premier vrai méchant final, si on veut. Toby qui va se présenter tout d'abord comme Uchiha Madara, mais le moindrement qu'on est intelligent, on le sait que c'était Obito. Hein? Parce que si Kishimoto voulait que ce soit subtil, ben, il fallait pas faire en sorte qu'il ait un masque qui révèle un seul œil et que ce soit un Sharingan. On est capable d'additionner les choses. On se doutait bien que c'était Toby. Donc, ça a quand même vraiment pris un certain temps avant que, oh, mais c'est Toby, on le savait tous. Honnêtement, c'était pas une révélation pour nous. Et ça semblait même un peu stupide que ce soit une révélation pour les personnages, à part ceux qui ne connaissaient pas Toby, mais Kakashi s'en doutait depuis quand même un bal que c'était lui. Et c'est là qu'on remarque un premier problème, si on veut, c'est que ça fait un peu une réminiscence un peu trop forte avec Pain. En fait, on dirait même que Obito le sait. Hein, Obito, c'était un gentil devenu méchant. Et on dirait que lui-même le sait, qui est comme je ne vais pas faire comme Pain, je vais être différent, tu n'arriveras pas à me remettre sur le droit chemin, Naruto. Donc, même le méchant est un peu conscient qu'il est de la redite. Mais au-delà de ça même, c'est de la redite plus faible. C'est un ersatz de Pain. Parce que Obito, pourquoi est-ce qu'il devient méchant? C'est simplement parce que Rin, qui était l'équivalent de Sakura, et je ne le dis pas de façon, c'est pas un compliment, hein, est morte. Et qui se dit, ben, moi la réalité c'est de la merde sans Rin. Moi, je veux vivre dans un monde où elle était en vie, je vire méchant, au point tel qu'il va menacer la vie de son ancien maître, hein, d'un bébé. C'est pas rien. Or, l'élément déclencheur qui provoque ce changement à 180 chez ce personnage-là, à mon avis, il est insuffisamment fort, surtout quand, avant lui, Pain faisait mieux. Hein? C'est un passé un peu plus tragique. Tandis que là, on dirait que Kishimoto s'est même pas voulu se forcer. Bah, il y a une personne qui le meurt, et voilà, il est rendu méchant. Ouais, c'était un peu faible, honnêtement. Également, c'était faible, et c'est ça pourquoi, finalement, le vrai méchant, pour l'instant, ça va être Madara.
Mais même Madara, encore une fois, on a d'autres éléments de redite à travers ce personnage-là. Oui, on a accès un peu plus à son passé, etc. Mais Obito est devenu le Jinchuriki du Biju. Et Madara va faire pareil. Donc, on voit vraiment la même menace. C'était de la redite. C'était pas super exaltant de se dire comme, ah, lui ici, il devient le Biju, mais ils l'ont vaincu, lui. Pourquoi ça va être différent? Et ça va être différent parce que Madara aura aussi l'autre problème, c'est juste que, salut, je suis complètement pété, même si souvent c'est pas super cohérent, etc. Je veux dire, comment ça débute? Ben, premièrement, Madara revient à la vie à travers un de ses plans de méchant. Vous savez, ces plans où ça compte vraiment beaucoup sur la chance, puis qu'il y a probablement une chance sur 1 million que ça marche, ben ça marche. Mais même au-delà de ça, juste avant qu'il se fasse revenir à la vie, hein, l'Edo Tensei de Madara a réussi à être immobilisé par Hashirama, et ça va se faire sceller par Sai. Mais là, il revient à la vie, et là arrive la magie du hors-champ. C'est-à-dire que, bang, il s'est libéré, bang, Hashirama est mis hors d'état de nuire. Hors-champ, là. Je veux dire, Madara Edo Tensei avait accès à tout son arsenal, et était capable de se régénérer du chakra infini. Madara qui vient de revenir à la vie, il n'a pas accès, il est aveugle, il n'a pas d'œil. Et tu me dis qu'il a réussi à vaincre Hashirama, ou du moins le mettre hors d'état de nuire pendant un moment, hors champ, c'était un peu débile et ça va pas s'arrêter là. Après coup, il va se confronter à tous les Biju, les Jinchuriki, Naruto et Killer Bee. Il va se prendre une attaque combinée de tout le lot. Et la seule chose qu'il va avoir comme dégâts, c'est peut-être un peu de blessure, il a perdu un bras, qui va pouvoir se recoller parce que cellules du premier Hokage qui font à peu près tout et n'importe quoi. C'est tous les dégâts qu'ils sont capables de faire, c'est un peu ridicule. Après coup, Madara va récupérer un de ses Rinnegan, il va foutre à terre tous les Biju en même temps, simultanément. À l'époque, on comprenait pas trop comment ça s'était passé. On va apprendre plus tard que ce sont Limbo, qui est en fait juste une manifestation, on dirait, dans une autre dimension d'un lui. C'est tout, c'est juste cette créature qui est capable d'agir physiquement qui les a foutus par terre. Tous en même temps. Ça n'a pas de sens. Et ça a bien un peu ridiculisé les Jinchuriki de se dire que bon, faut juste qu'un mec les tape puis il tombe par terre et voilà, vous êtes vaincu. C'était vraiment ridicule. Madara gagnait parce qu'il fallait qu'il gagne. Il va être confronté par Guy qui va ouvrir les 8 portes et tout le long du combat, il va perdre. Il va réussir à placer, je pense, absolument aucune attaque. Il va juste manger coup après coup après coup et il gagne. Il gagne parce que sa résistance à régénération naturelle est trop forte. Or, c'est pas un combat super exaltant, c'est vraiment un combat des plus amers possibles. Ça ne le met pas en valeur et ça met pas tellement Guy Sensei en valeur. Je veux dire, si je dois faire un parallèle avec Fairy Tail, qui parfois peut faire des bons moments, à un moment donné, Elfan se bat contre, je pense, Falco, je ne me souviens plus exactement de son nom malheureusement. Et il y a vraiment une différence de force entre les deux. Elfman va tout parier sur sa défense. Il va revertir son armure de lézard qui des écailles, donc ça va blesser l'attaquant. Il espère qu'à travers sa défense, il va réussir à... La meilleure attaque, c'est la défense. Bref, c'est son pari. Et ça paye. Mais si c'est vraiment fonctionnel, ce schéma-là, qui est quand même un peu, si on veut, similaire, c'est parce que c'est la stratégie d'Elfman. Madara, il essaie de se battre égal à égal avec Guy, mais il arrive à rien placer. Il fait juste manger des coups. Et ouf, heureusement, j'ai réussi à gagner, à ne pas me faire tuer. Et toi, tu vas mourir parce que tu t'es auto-épuisé. Mais c'était pas sa stratégie de miser sur la défense. Donc, c'était vraiment pas super intéressant. Au point tel que, dans le fond, quand Madara va récupérer son deuxième œil, le moyen que Kishimoto va faire pour le vaincre, c'est que Zetsu Noir débarque et se sert de Madara comme pour faire un réceptacle pour la vraie méchante finale, si on exclut Sasuke, de l'œuvre Kaguya. Donc, pour vaincre Madara, on va juste créer un autre méchant qui va être plus faible que ce dernier. On s'entend, d'une part, Kaguya a un Byakugan, donc déjà ça doit envoyer un signal très clair qu'il est plus faible que Madara. Mais au-delà de ça, elle a deux facultés grossièrement qui sont ses principaux pouvoirs. Elle est capable de changer de dimension, mais ça semble lui pomper beaucoup de chakras et c'est un peu efficace, puisqu'elle peut voler et des fois envoyer dans des dimensions de feu et de lave, mais pas tant si fort que ça malgré tout. Elle a un pouvoir capable de tuer en un seul coup. Ça, c'est assez efficace, on va pas se le cacher, mais ça s'arrête là. Donc, elle a vraiment une flexibilité, une versatilité que Madara, avec elle n'a pas. Elle est plus faible que ce dernier, et donc nos héros vont la vaincre. Hein?
Un autre exemple de comme quoi elle est plus faible que Madara, Sakura va être en mesure d'aider les héros à vaincre Kaguya. Donc si Sakura est capable de vous aider, c'est forcément que le méchant n'était pas forcément super fort. Donc on a vraiment un enchaînement de vilains après vilains qui ont chacun leurs problèmes. Soit ils sont trop des pâles versions de celui qui venait avant, ou juste trop pétés et c'est vraiment pas super intéressant. Ou au final ça débarque comme un cheveu sur la soupe carrément juste pour venir tasser l'ancien méchant qui était trop fort. C'était vraiment des... Quand on pense à des antagonistes finales mémorables, on peut peut-être se souvenir de Madara parce qu'il était complètement pété, mais non, on est vraiment loin des grands méchants plus exaltants, comme par exemple Pain, dans Naruto tout simplement, ou même, d'une certaine façon, Kisame, je le trouvais plus intéressant comme méchant, etc. Ou Boo dans Dragon Ball, peu importe, mais vraiment, finir avec des méchants aussi pas intéressants, aussi problématiques, c'est vraiment grave, honnêtement. Et on passe maintenant au prochain point, le traitement des personnages secondaires. Ça ne sera pas une surprise si je vous dis que il y a beaucoup de personnages dans Naruto et que la plupart d'entre eux vont être un peu relégués aux oubliettes. Bien qu'on aura les Dotensei qui va multiplier les adversaires lambda et que certains vont un peu briller, Shoji je pense bien, peut-être Sai, etc. N'empêche qu'ils ont vaincu des adversaires lambda, donc c'est vraiment davantage des parenthèses et non pas leur petit moment de gloire à eux. On est loin par exemple de Shikamaru qui réussit à vaincre Hidan. Dans ce dernier arc-là, personne brille vraiment. Il y a beaucoup trop d'amour pour Sasuke, Naruto, Kakashi, les antagonistes, et même en fait les précédents Hokage, et Guy. Et Guy, je vais m'en servir comme figure d'exemple parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo première sur Naruto, comme quoi je trouvais que Lee, c'était tellement décevant qu'on ne fasse rien avec ce personnage-là. Et ici, je vais explorer davantage la chose parce que le problème avec Lee, c'est aussi un problème avec Guy. Parce que Guy va avoir droit à des moments de gloire à la fin de la série que beaucoup de personnages auraient aimé avoir. Mais au-delà de ça, c'est qu'on va apprendre finalement que Guy, c'est Lee. En fait, la vraie façon de le dire, hein, c'est que Lee est Guy en fait. Hein, il n'est pas capable d'utiliser du Genjutsu ni du Ninjutsu, c'est juste une personne qui utilise du Taijutsu. Donc, finalement, dans un monde où tu pensais que Lee était le seul dans ce cas-là, mais qu'au final, Guy c'est pareil, et que le père de Guy aussi c'était pareil, le caractère unique de Lee, ben, il est plus vraiment là, hein. Au point tel que ça devient presque ridicule, parce que le rêve de Lee, c'est de démontrer qu'un ninja peut devenir un grand ninja, avoir de la valeur, en ne connaissant que le taijutsu. C'est même le rêve qu'il dit à son équipe et à Guy au début. Pourquoi est-ce que Guy ne lui a pas alors dit « Ben, tu peux arrêter là, je suis la preuve qu'effectivement, rien qu'avec le taijutsu, on peut devenir un grand ninja. » Je veux dire, ton rêve est déjà prouvé, Lee. C'est là que je trouve que c'est dommage, ça vient comme ternir rétroactivement l'œuvre. De se dire comme « Ah, ok, Lee, c'est juste une copie de Guy dans le fond. » Juste une copie de Guy, il devait être son propre truc. Oui, il s'inspirait de Guy dans son style, etc., mais qu'il soit à ce point-là similaire, c'est ridicule. Et que Guy brille tellement alors que c'est Lee qu'on va voir briller. C'est Lee qui a un rêve. Le rêve de Guy, c'est accomplir le rêve de Lee. Il a même mis sa vie en jeu là-dessus. Je veux dire, petit moment de réécriture. Hein? Imaginez-vous que Lee ait le droit quand même un peu plus de moments à lui. Et que arrive la confrontation finale avec Madara. On dit que bon, seul le Taijutsu peut réussir à peut-être vaincre Madara. Lee ouvre la 7e porte, nous montrant qu'il est capable de le faire. Mais c'est pas suffisant. Le combat est quand même serré, mais Madara a l'avantage. Et Lee se dit, ben, j'ai pas le choix, je vais devoir ouvrir la 8e porte. Et combat qui ne se solde pas sur sa victoire, mais il réussit à blesser suffisamment Madara pour que nos héros, Sasuke et Naruto, parviennent à le vaincre. Hein? On s'en fout de Kaguya, elle ne sera pas ici. Et qu'après coup, ben, Naruto, devenu Hokage, décide d'ériger un monument en l'honneur de Lee, hein, le plus grand ninja de la 4e grande guerre ninja. De quoi faire que l'arc de Lee se conclue, qu'on dise que oui, il a réussi à démontrer au monde entier, pour des générations et des générations, qu'un ninja peut être grand, même s'il ne connaît que le taijutsu. Il serait ainsi le modèle de persévérance qu'il voulait démontrer. Pourquoi est-ce que c'est pas Lee qui a eu le droit à ce moment de gloire-là? Pourquoi c'est Guy? Ça dit tellement rien par rapport à Guy, c'est vraiment super dommage. Je veux dire, le mieux que Lee va avoir, et c'est d'ailleurs dans le petit moment de gloire de Neji, hein, le seul moment de gloire de Neji dans cette fin d'arc-là, c'est juste de comme « Hey, salut, j'existe! Ah, je suis mort! »
C'était un peu dommage. Et donc, à ce moment-là, Lee se rappelle que, dans le flashback, que Neji lui a dit « Ouais, hein, je te considère comme un rival, tu sais. » C'est ça, l'accomplissement de Lee dans la vraie manga. C'est bien, mais est-ce que ça aurait pu être mieux? Oui, absolument. Ça, c'est comme même pas un minimum syndical, à mon avis. C'est en décode ça. C'est là, tant mieux. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, absolument. Il fallait faire absolument mieux que ça. C'était ridicule. C'est vraiment dommage à quel point Lee était un personnage qui avait tellement de potentiel et que finalement on n'en a rien fait. C'est pareil pour Neji. Je veux dire, si c'était pour mourir comme ça, il aurait pu mourir lors de la mission de sauvetage de Sasuke. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus percutant et impactant que là où c'était quelque chose. On va le dire comme ça. Et l'exemple Lee, c'est juste un exemple qu'on peut aussi extrapoler à tout le monde. Hein? Ino, Kiba, ces personnages-là ont... La différence, c'est que Lee avait quand même été mis beaucoup plus de l'avant. Il y avait beaucoup plus de choses à régler avec ce personnage-là que Ino, Kiba. Mais dans tous les cas, tous ces personnages-là ont toujours été relégués un peu aux oubliettes. Il n'y avait pas beaucoup d'amour pour eux. Et c'est fort dommage. La dernière catégorie, c'est une catégorie un peu généraliste où je fais juste parler de petits trucs ici et là qui me chiffonnent. Je vais essayer d'y pas trop y aller en détail pour pas que ça soit trop long. Donc allons-y ici et là. Naruto qui devient Jésus, hein, après avoir reçu le chakra de je sais pas trop quoi, le père du ninjutsu, je sais pas trop quoi c'est quoi son nom, je m'en fous un petit peu. C'était vraiment un peu ridicule, hein, genre Kakashi, oups, j'ai guéri ton œil, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Ah, Gai Sensei a ouvert la 8e porte et va mourir. Non, je te touche et ça ne se produit plus. C'était vraiment, non, c'était pas super du tout, hein. Dans le même ordre d'idée, Madara qui fait juste prendre des œils de Kakashi, il se le transplante à lui-même, et voilà, je suis capable d'utiliser ton pouvoir sans problème. C'était aussi assez ridicule, honnêtement. Probablement que les cellules du premier Hokage l'aidaient, et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais les cellules du premier Hokage, c'était vraiment con à quel point ça faisait tout et n'importe quoi. Aussi, on peut souligner le fait que Kishimoto voulait vraiment qu'il n'y ait plus de mystère, hein. Il s'est dit, bon, je vais vous montrer tout ce que vous vous demandez. C'est quoi tous les épices du village caché de Kiri? Ben, je vous les montre. Et en passant, il faut que j'ajoute un pouvoir complètement stupide à l'épée de Zabuza, c'est-à-dire qu'elle se répare avec du sang. C'est quelque chose qu'un forgeron peut faire, réparer une épée. C'est pas extraordinaire, ça ne t'aide pas en combat. C'est un pouvoir que si ton épée n'est pas détruite, ça sert à rien. Donc c'est vraiment... Dans un jeu vidéo, c'est le pouvoir que tu n'utilises pas parce que tu te dis que c'est pas utile. Donc ça servait pas à grand chose. On va voir également tous les Biju et Jiriki. Tu te demandais, ah ben lui, je me demande à quoi il ressemblait. On te le montre, hein. Il ne faut pas que tu te poses de questions, qu'il y ait du mystère. On veut pas que tu réfléchisses. Tu veux des réponses, on te les donne. On montre également les différents Hokage. On va revoir le père de Gaara, etc., faisant que il y a plus grand mystère à la fin, honnêtement. Là. Je trouve ça... Pour moi, j'aime des mystères dans une œuvre. C'est intéressant entre fans de discuter, de se dire « Hey, je me demande c'est quoi les autres épées. » On peut théoriser là-dessus. Il y a de la richesse, mais là, non. On fait juste te dire « C'est ça les réponses, ferme ta gueule. » C'est dommage à ce niveau-là. Également, Obito. Je comprends toujours pas comment ça se fait qu'il est capable d'utiliser son Mangoku Sharingan ad nauseam sans devenir aveugle. De ce qu'on sache, il n'y avait pas de frère à qui il pouvait voler la chose. Donc, pourquoi est-ce qu'il peut l'utiliser sans devenir aveugle? Et aussi, pourquoi est-ce qu'il peut l'utiliser aussi souvent sans se vider de son chakra? On s'entend que le Mangoku Sharingan, techniquement, ça te pompe un peu. Or, lui semble utiliser son pouvoir à outrance. Ça semble vraiment jamais le déranger. Donc, il y avait ça qui me chicotait un peu. S'il y a une explication, faites-moi en part. J'ai toujours pas compris pourquoi, surtout, hein, il devient pas aveugle. Et on peut rapidement en parler peut-être de Sakura. J'aurais peut-être dû en parler des personnages secondaires, mais c'est juste dire à quel point... Kishimoto veut quand même qu'elle soit présente dans le récit, mais va jamais se mouiller à lui offrir une puissance supplémentaire. J'ai déjà parlé comme quoi Naruto, on dirait que c'est un peu misogyne de la part de Kishimoto, on dirait qu'il aime pas beaucoup avoir des femmes fortes. Ben, c'était un exemple. Sakura n'a pas eu le droit à tellement de boosts de puissance, ou les boosts de puissance qu'elle a eu, c'est la même chose que Tsunade en légèrement mieux. Donc, ouais, Sakura c'est un peu un personnage lourdingue honnêtement. C'est aussi un peu ridicule hein, que finalement elle soit avec Sasuke à la fin. C'était presque malaisant en fait. Je me dis que, ben, il mérite probablement mieux. Et toi aussi d'une certaine façon. Non, c'est pas une relation que je kiffais, honnêtement. Donc ça conclurait hein, cette deuxième partie. Il y a probablement plein d'autres choses que j'ai pas parlé, mais à un moment donné, il faut bien... il faut tourner cette page, ou du moins s'arrêter là, sinon ça va être une autre troisième vidéo. Peut-être que j'en ferai une à la vie. Donc, si vous avez des trucs que j'ai pas discuté, faites-moi ça part dans les commentaires. Et si jamais il y a matériel A, peut-être qu'il y aura une partie 3. Mais par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi le personnage secondaire qui vous a plus attristé de voir à ce point-là sous-utilisé? Hein?
parce que c'est pas ces personnages-là qui en manquent. Et qu'avez-vous pensé des méchants finaux? Étaient-ils intéressants ou pas du tout? Donc faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je pense que je vais faire une review de Mob Psycho 100. C'est un excellent anime. J'ai jamais trop lu le manga parce que c'est dessiné par One puis il dessine pas super bien, mais l'anime a fait un excellent travail, que ce soit pour la première ou la deuxième saison. Et ben, ça mérite que j'en parle parce que ben, c'est tout simplement bon, puis il faut parfois répondre la bonne nouvelle. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et vous abonner. Et, comme toujours, je vous dis à la prochaine critique exigeante. Je vous y prends à harceler une gamine, bande de gredins. Hein? T'es qui, toi? Au lieu de la gloire, Lee aura cette série